vous asseoir? Oui. Alors, bonjour, Mme Brière. Bonjour. J'aimerais d'abord aborder avec vous votre formation en termes d'audit, parce que vous avez mentionné avoir certaines expériences en termes d'enquête, mais en regard de la réalisation de travaux d'audit, quelle est votre expérience? C'était la première fois que j'ai travaillé en audit, en fait. Avez-vous suivi des formations pour mener des travaux d'audit? Oui, il y a eu 2 formations que j'ai suivies. En fait, 3 formations, je crois. Quelle année? Quand je suis arrivée, vu que c'était la pandémie, je pense que la formation avait été repoussée à l'automne de mon arrivée. Après ça, je peux pas vous dire les dates, par contre. Là. Après ça, j'avais suivi une autre formation au niveau de la rédaction de rapports. J'avais suivi une autre formation également au niveau du deux autres formations, en fait. Une au niveau du SCT et une au niveau, ça parlait au niveau de la fraude, là, avec également les contrats au niveau du service public. Mais une formation, Mme Brière, sur les normes audit, en avez-vous suivi une? Sur les normes d'audit, oui. Spécifiquement sur ça, non. Non. Donc, depuis votre arrivée au sein de la DVIEP, vous n'avez pas suivi de formation sur les normes d'audit? Bien, vous savez, les normes d'audit, il y a un document qui existe, on peut les lire, par contre. Les consulter, je comprends. Ouais. Mais des formations sur ça, vous n'avez pas suivi? Non. Ouais. Je suis pas sûre que ça existe, en fait, là. Je sais pas. Vous avez-vous consulté le mandat de la mission d'audit que vous avez exécuté là, au cours de toutes ces années? Oui. On va prendre le document 43P 272, Madame la greffière adjointe. Connaissez-vous la différence entre un mandat d'audit et un mandat de surveillance? Ben, un mandat de surveillance, en fait, je pense que ça fait suite très souvent à un mandat précis, là, où est-ce qu'à chaque année, on va refaire de la surveillance par rapport à un sujet quelconque, un sujet X. Et un mandat d'audit, ben, on a un mandat d'assigner sur certains éléments précis à vérifier, que ce soit un processus, quelque chose de genre. Là. Avez-vous écouté le témoignage de M. Daniel Pelletier? Non. Non. M. Daniel Pelletier suggère que le mandat d'audit est un mandat en rétrospective, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui a été fait, le passé. Et un mandat de surveillance, c'est un mandat de surveillance accru d'un projet comme celui de CASA, auquel, d'ailleurs, s'est adonné la DVIEP à une certaine époque, là, avant votre arrivée. Est-ce que c'est quelque chose qui est exact à votre esprit? Oui. Dans la description sommaire du mandat, si vous descendez, merci, Mme Greffière, on parle ici là, au premier paragraphe. Pourriez-vous lire le premier paragraphe? Pour mener à bien sa mission, la société acquiert des biens et utilise des services professionnels offerts par de nombreux fournisseurs. Ainsi, au cours de l'année 2017, plus de 365 contrats ont été conclus par appel d'offres ou de gré à gré pour une valeur de 115 millions. Au 31 décembre 2017, la société gérait donc un inventaire de 495 contrats actifs pour un total de 281 millions. Puisqu'il est question de fonds publics,
le processus de gestion des contrats continue de préoccuper grandement l'intérêt public et les instances de gouvernance. On va descendre un petit peu plus bas, si vous me permettez, à l'autre page, la page 2. Prenez la page 2, Mme la greffière adjointe. Donc, portée du mandat, le présent audit, pourriez-vous commencer à lire à cet endroit? Le présent audit pourra porter sur l'ensemble du processus de gestion contractuelle, lequel s'amorce par la définition du besoin et se conclut par l'évaluation du rendement du fournisseur et vise les contrats de services professionnels et les contrats d'acquisition de biens. Cet audit couvre la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018. Toutefois, nos travaux pourront faire référence à des contrats antérieurs ou ultérieurs à cette période, le cas échéant. Donc, si je comprends bien, le document qui décrit la mission et la portée du mandat de l'audit qui vous est confié à votre arrivée fait référence à des contrats généralement là, qui couvrent le 1er janvier 2015 au 30 juin 2018 et plus particulièrement des contrats de services professionnels et des contrats d'acquisition de biens. J'ai raison de dire qu'on ne réfère pas exclusivement à des contrats qui sont reliés aux technologies de l'information? Non, j'en avais un contrat d'acquisition de biens, en fait, qu'on pouvait le considérer comme ça, celui avec pour les cartes d'assurance, les cartes d'assurance qui vont devenir également la carte d'assurance maladie là, et le permis de conduire. Donc, sur les 105 contrats analysés, vous en avez un seul qui concerne d'autres sujets que les technologies de l'information? Les biens en soi? D'autres sujets que les... Oui. Oui, si vous me permettez, je vais juste poser ma question, comme ça va être plus facile de répondre à la question soulevée. Donc, je comprends de votre témoignage là que, est-ce que, au niveau de l'acquisition de biens, vous avez analysé qu'un seul contrat dans vos 105 contrats analysés? Oui, qui faisait partie de mon échantillonnage, oui. Et est-ce que c'est un contrat d'acquisition de biens relatif aux technologies de l'information? Non, pas vraiment, parce que c'est vraiment la fabrication. La fabrication, c'est de la la machine pièce. qui produit. De la Et, pièce, le permis OK. le permis de conduire et la carte d'assurance maladie qui va être modifiée. Le contrat, en fait, va être modifié pour inclure également la carte d'assurance maladie. Avez-vous d'autres contrats de services professionnels qui ne viseraient pas, par exemple, Oui, j'en avais. les contrats de TI? Oui, oui, j'en avais. Je ne peux pas vous dire la hauteur, là, mais oui, j'en avais des contrats de service qui n'étaient pas par rapport à du TI. Il y avait des contrats de service, entre autres, certains pour la méthode agile, puis tout ça. Il y en avait certains qui étaient pour ça. Oui, j'en avais j'en avais aussi pour aider à lorsqu'on doit il y avait beaucoup de ressources à un moment donné qui ont dû être engagées là, entre autres pour offrir les services là, en centre de services. Puis il y avait des firmes qui avaient été engagées pour faire l'étude des CV puis tout ça. Là. Donc, ça, j'en avais de ça aussi. Mais globalement, dans les 105 contrats analysés, vous diriez quel pourcentage vise des contrats autres que les technologies de l'information? Ben, peut-être, je sais pas, peut-être 6, 7, mais il faudrait que je regarde ma liste, puis je pourrais plus vous répondre. Ça, c'est un échantillonnage que vous avez pris d'abord là, à l'égard de l'ensemble des contrats examinés et qui font l'objet de la mission, c'est-à-dire 495 contrats qui étaient le référent 2017 là, du nombre de contrats conclus par la société. Des contrats, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Et si je peux pas vous choisir d'autres choses. Là. Non, c'est parce qu'elle veut donner une réponse exacte à votre question. Oui, mais prenez le temps si vous avez des documents à consulter, j'ai pas de problème. J'ai juste entendu la fin de votre mot. Donc, je veux juste être certain de l'échantillonnage que vous avez fait, c'est d'abord en vous référant au nombre de contrats totaux annuels conclus par la société en matière de services professionnels et contrats d'acquisition de biens.
Je ne saisis pas votre question. Quand vous faites votre échantillonnage, Mme Oui. Brière, Bien, c'est pas moi qui ai fait l'échantillonnage premier. c'est Mme Lalonde? Le premier échantillonnage, oui, a été fait par Mme Lalonde. Je suis arrivée en 2020. Et c'est vous qui étendez votre échantillonnage Oui. à d'autres contrats? Oui. En fait, c'est pour répondre quand la DGCC a changé ses façons avec l'arrivée de SAP pour la gestion contractuelle. J'ai étendu pour voir qu'est-ce que je pouvais constater avec les changements avec le système. Et quand vous arrivez dans ce mandat d'audit en 2020, vous prenez connaissance du document mission d'audit qui est exhibé à l'écran? Oui. Puis est-ce que vous vous posez la question, oui, mais est-ce que j'ai le droit de consulter d'autres documents, d'autres contrats que ceux qui sont... J'ai pas décidé ça de moi-même. Je n'ai pas décidé du jour au lendemain de dire je veux agrandir mon échantillonnage. Je me suis référée à M. Pelletier en premier. Qui vous a confirmé quoi? Il m'a confirmé qu'effectivement, où j'en venais, c'était de dire que l'échantillonnage que j'avais, mon premier échantillonnage pour regarder, ça ne me permettait pas d'observer vraiment le transfert quand on passe à SAP, où est-ce que la gestion contractuelle a changé. Et également, je voulais voir dans la gestion des DI, de quelle façon on va rentrer dans le nouveau système les informations de transfert de ces DI-là. Je peux rentrer dans les détails, là, mais ça va être un petit peu... Non, mais ça m'intéresse effectivement. Pourquoi vous avez étendu vos critères d'audit et la portée de l'audit? Bien, parce que quand on a changé le système, entre autres, là, quand on a changé le système, on fonctionnait avant avec des demandes d'intervention papier. Quand on a changé de système, on était rendu de façon informatique, que ça se faisait. Mais au moment où est-ce qu'on a changé, on a fait la transition, il y avait des contrats qui étaient en cours. Il y avait des demandes d'intervention qui étaient en cours, donc qui chevauchaient les deux périodes. Et cette gestion-là, je voulais voir aussi la gestion qui avait été apportée, à savoir comment on avait transféré ces demandes d'intervention-là qui, au départ, étaient papier et qu'après ça, ils se poursuivaient de façon électronique. Et là, je voulais voir également comment on avait comptabilisé le temps. Est-ce qu'on avait bien fait les transferts? Est-ce qu'on était capable, quand on finit l'appel d'offres, est-ce que les sommes qui avaient été accordées avant le transfert vers SAP, est-ce qu'on voyait bien que ces sommes-là avaient été prises en compte dans l'enveloppe, dans la terminaison, là, quand on faisait la reddition de compte au SEAO? Est-ce que le montant qu'on indiquait, est-ce que c'était correct ou non? Parce qu'il faut comprendre que moi, j'ai suivi certains appels d'offres, je les ai suivis en entier. C'est-à-dire que demande d'intervention après demande d'intervention, je les ai tous rentrés dans un fichier Excel et j'en ai fait la suivi de ces demandes d'intervention-là. Donc, s'ils étaient prolongés, s'ils étaient fermés, je voulais voir comment on gérait ces demandes d'intervention-là. Est-ce qu'on pouvait voir, je regardais également, en fait, il y a plusieurs aspects là, que je pouvais analyser là, en même temps quand je faisais tout ça. Est-ce que la façon dont on gérait les DI, la façon dont on les accordait également, est-ce qu'on respectait le rang, est-ce qu'on ne le respectait pas, mais également tous les transferts des sommes d'argent. Puis en bout de ligne, est-ce que je voyais les heures? Je vous ai parlé également les heures qu'on transformait. Bien, j'avais vu également dans la version avant qu'on passe à SAP, j'avais vu que à certaines occasions, on prenait les heures d'une DI complètement, là, que la ressource dépassait, là, puis on allait le surplus, là, on allait le répertorier dans divers DI. On allait remettre ça dans divers DI là, pour la finir avec à zéro, là, qu'elle reste rien. Donc, moi, je voulais voir avec SAP, est-ce qu'on voit les mêmes patterns? Est-ce qu'on voit toutes les mêmes choses que je constatais avec la version papier? Là?
ou avant le passage. Donc ça, je voulais avoir des appels d'offres, je voulais poursuivre mes échantillonnages, puis je voulais avoir des appels d'offres qu'on voit également au début. Là, maintenant qu'on le traite avec SAP, est-ce que je suis capable de faire des constats versus la différence entre avant qu'on passe à SAP? Donc, ça me prenait des exemples, des appels d'offres que je pouvais voir puis que je pouvais suivre. Là, je pouvais constater les différences s'il y en avait, les améliorations s'il y en avait. Il fallait que je le voie puis j'en tienne compte dans mon rapport. Mais l'implantation des SAP n'a rien à voir avec les contrats de gré à gré, par ailleurs, que vous avez analysés. Parce que ce que vous dites, là, que vous souhaitiez attendre l'implantation des SAP, ça ne vise Je ne les vous motifs souhaitais que pas attendre. Ben, parce que je vous rappelle... Laissez-moi terminer ma question, Mme Brias. Il va poser sa question au complet, puis après ça, je vais vous laisser répondre au complet. Ça va aller ça va être plus efficace. Oui. Sinon, je chevauche. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis plus. Je plains le sténographe si on chevauche. Donc, Mme Brias, ce que je vous dis, c'est que vous souhaitiez attendre SAP pour émettre certains constats à regard des demandes d'intervention, ça je comprends. Mais en regard des autres contrats que vous avez analysés, donc notamment les contrats de gré à gré, ça n'avait rien à voir avec SAP. Vous pouviez faire votre analyse indépendamment de l'implantation de SAP et de ses applications pour la gestion contractuelle. Bien, en fait, une des demandes au niveau des contrats de gré à gré, c'était pour vérifier dans le processus au niveau des contrats de service versus des contrats de travail. Est-ce qu'on en retrouvait encore? Parce que ça avait été une problématique qui avait été soulevée dans certains rapports d'audit précédemment. Et M. Pelletier voulait que je jette un coup d'œil également à ça. Donc ça, mon échantillonnage n'en comprenait pas assez pour pouvoir avoir un aperçu réel là, que je puisse lui dire des constats par rapport à ça. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles je les ai bonifiés. Et quand vous arrivez, là, vous voyez que l'échéance, c'est l'échéance pour le dépôt du rapport pour la communication au comité de vérification. C'est février 2019. Est-ce qu'on vous indique qu'on a du délai, on a obtenu du temps du comité de vérification? J'ai pas de communication à cet effet-là avec monsieur. Vous n'avez pas de communication ni d'échange avec M. Daniel Pelletier à ce sujet-là? Je me suis... Daniel Pelletier m'a autorisé à poursuivre puis à prendre des échantillons supplémentaires en regard de ce que je vous ai soulevé. Là, pour quelles raisons on voulait poursuivre avec un plus grand échantillonnage contemporain. Mais également, c'était toujours dans le soin également de s'assurer que nos constats qu'on émettait reflétaient la réalité, reflétaient maintenant avec SAP, est-ce qu'on peut vraiment dire ces constats-là? Est-ce qu'on voulait avoir des constats particulièrement qui perduraient dans le temps? Et je comprends que on ne porte pas à votre connaissance une démarche de M. Pelletier qui obtient du comité de vérification ou d'audit du conseil d'administration du délai additionnel pour compléter son mandat de vérification. Pas à cet effet-là. En fait, moi, je veux vous dire que je trouvais ça vraiment plus comment je pourrais dire ça, plus pertinent d'avoir des exemples qui faisaient référence à nos nouveaux systèmes. Parce que c'était ça aussi, ça serait ça aussi l'enjeu. Le but dans un mandat d'audit, c'est évidemment de relever des éléments qui pour l'organisation, qu'il faut corriger. Donc, je vous dirais que je trouvais ça plus pertinent que de se rester à du 2015, mettons, où est-ce que peut-être la réalité est plus la même aujourd'hui.
L'implantation de l'SAP, la livraison 1, là, qui concerne la gestion contractuelle, là, on parle d'une implantation en 2019, c'est exact? En fait, ça a été graduel, hein, ça n'a C'est pas graduel. été, ça a pas été du jour au lendemain en janvier 2019. Il y a eu certaines portions qui étaient faites en janvier 2019, mais entre autres, il y a d'autres, entre autres, comme je pense tout ce qui est la gestion documentaire, donc la visualisation de la gestion documentaire, tout ça, puis ce qui est déposé dans la gestion documentaire, c'est venu plus tard, c'est venu l'année suivante, et je vous dirais l'autre année d'après, 2022. on a été changé au niveau également la façon de présenter les demandes d'intervention aux fournisseurs, où est-ce que avant, on transmettait à tour de rôle la demande, on étudiait la candidature et si on la refusait ou elle ne convenait pas, disons, ou que le fournisseur la refusait, qu'il n'y avait pas de ressources, bon, ben là, on perdait un peu de temps parce que là, on devait resoumettre la deuxième, bon, ainsi de suite. Donc, le délai, parfois, pouvait être très long entre la première demande formulée au premier fournisseur et qu'on réussisse à trouver un fournisseur qui va avoir une ressource à nous confier. Mais est-ce que vos Le nouveau, constats... Allez-y. juste un instant, le nouveau système, par contre, avait réglé cette problématique-là, dans le sens que on s'adressait maintenant à l'ensemble des fournisseurs pour présenter la demande d'intervention et on leur demandait dans un temps X de soumettre les candidatures. Donc, on avait réduit le temps associé aux réponses puis à l'adjudication de la demande d'intervention. Puis ça, je le souligne dans mon rapport également, là, que ça a été une amélioration que SAP avait apportée à cet effet-là. Et dans les premières années de votre arrivée, est-ce que vous faites des constats déjà? Dans les premières Années de votre arrivée, oui, vous faites des constats déjà ben, sur la gestion contractuelle? ben, pas, non, il fallait que je fasse une analyse un peu plus poussée là, pour pouvoir Mais vous en nous avez arriver dit à- qu'avec le premier échantillonnage, il y avait des constats qui avaient été faits. Vous avez étendu votre J'ai échantillonnage, pas il y dit a qu'il y avait d'autres des constats. constats qui avaient été faits au premier échantillonnage. J'ai dit qu'on voulait on voulait pouvoir voir que ce qu'on voit au début, puis quand je dis au début, là, c'est parce que quand je regarde, je fais mes analyses, mettons, on est à l'automne 2020, mettons, bon, ben, je commence mon début d'échantillonnage avec le début de la période et je vais en m'en venant plus contemporain. Donc là, je veux voir si ce que je constate, ce que je vois, ça perdure. Est-ce que je suis claire? Donc, vous faites des constats, puis vous attendez que ça se reproduise. Non. Pourquoi Non? que j'attends que ça se reproduise? Ben, vous dites ça perdure. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça perdure? Parce que vous faites des constats. C'est parce que j'ai des appels d'offres qui couvrent plusieurs périodes dans le temps. J'ai Oui. des appels d'offres qu'on Oui. on statue en 2015, La durée des 2016, contrats. 2017, 2018, 2020, 2022. Donc, à chaque période, je suis capable de voir si on a une amélioration ou non, Et- comme je peux voir si ça se dégrade ou non. Et à quel moment vous débutez à Les faire des analyses. constats? À faire des constats. Parce qu'on note dans votre rapport plusieurs constats. À quel Oui. moment vous faites ces premiers constats? Les premiers constats que vous faites, là, c'est en quelle année? Le constat en soi, ça a été plus durant l'été 2024. Durant l'été 2024. Oui, dans les premiers là, qu'on envoie pour commentaires, là, on met les grandes lignes un peu de ce vers quoi on s'en va. Ça, on envoie ça en juillet 2024. Et là, tout le long, aller jusqu'à octobre-novembre, il me semble, au fur et à mesure qu'on élabore nos constats et qu'on en cible, ça va jusqu'à novembre 2024 avec on envoie ça à la DGCC. Et est-ce que ces constats reposent en partie sur des contrats attribués depuis 2015? Oui. Donc, des contrats attribués en 2015, vous avez des constats en 2024? Oui, mais j'ai pour les deux. En fait, comme je vous dis, on essaie de rassembler les constats qui sont les plus parlants, qui ont le plus d'impact.
et dont on pense que c'est important que la société adresse des actions le plus rapidement possible. Et avant février 2025, avez-vous senti le besoin d'alerter les autorités de vos constats? Oui, on en a eu. Quel moment? Je vous dirais à 2 périodes. La première concerne une période où est-ce que lorsque j'étudiais au niveau des avenants, j'avais vu, OK, j'ai une personne dans mon échantillonnage que c'est M. Sylvain Cloutier qui est son gestionnaire. M. Sylvain Cloutier va prendre sa retraite et va envoyer un courriel à la DGCC en disant comme quoi que il faudrait, lui en a terminé avec cette ressource-là, qui est M. Stéphane Mercier. Donc, qu'il en a terminé avec cette ressource-là pour ses besoins et qu'il suggère qu'il soit transféré au niveau du CRC. À ce moment-là, le CRC est géré par le Madame... CRC? C'est quoi le CRC? CRC, c'est le centre... je ne sais pas, les communications, là, je ne peux pas vous dire exactement l'acronyme à quoi qu'elle peut référer. Je ne sais pas si je le marque dans mon rapport, par contre. Je peux jeter un coup d'œil. Non, je ne le marque pas. Monsieur le commissaire, Centre Relations Clientèle, je crois. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, il désigne qu'il faudrait que le contrat soit désigné à un autre gestionnaire. Et il suggère Mme Caroline Auger. Donc, les démarches sont faites au niveau de la DGCC pour faire transférer le contrat sous la gestion de Mme Caroline Auger. Et pas longtemps après, il va y avoir un autre courriel et où Monsieur Cloutier va venir dire il n'y a pas un problème à l'envoyer, ce contrat-là, à Mme Auger, puisque Mme Auger est la conjointe de M. Mercier. Et là, la DGCC va répondre que de lui conseiller d'écrire son commentaire ou de dire son commentaire par écrit dans Ariba, qui est le système informatique. Et là, bon, est-ce que c'est un manque, quoi que ce soit? Il n'y a pas de suivi qui est fait par rapport à ça. Et ce qu'on voit, c'est que le dossier, le contrat est transféré à Mme Auger. C'est Mme Auger qui en est la gestionnaire du contrat de son conjoint. Et on va voir apparaître, moi où je l'ai capté, c'est que là, il y a eu un avenant qui a été créé pour prolonger son contrat. Et là, quand je vois l'avenant, je fais comme, c'est parce que c'est sa conjointe, là, ça ne peut pas être elle, là, éthiquement. Au niveau de l'éthique, ça n'a pas de bon sens. Et là, je l'ai remonté à Daniel, et Daniel a remonté ça à l'éthique. Et donc là, il y a eu des démarches qui ont été faites pour finir par faire annuler le contrat en juin. Donc, oui, c'est arrivé que j'ai... Mais ça ne concerne pas un de vos constats. Pardon? Ça ne vise pas un de vos constats qui se retrouve dans votre rapport de février 2025. Je ne l'ai pas mis parce que la problématique avait été adressée, puis tout ça. Donc, j'ai préféré, moi, de me concentrer sur des constats qui étaient encore... qui étaient à adresser. Donc, l'éthique s'en est occupée, ce constat-là, de ce que j'avais constaté. Donc, ma question, c'était, est-ce qu'à l'égard de vos constats dans votre rapport de février 2025, vous avez signalé ces constats-là auparavant aux autorités de la SAC, soit à la DGCC ou à d'autres instances? Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Soit à la Direction générale de contrôle contractuel ou contrôle contractuel ou à d'autres instances. Vous parlez des constats de mon rapport. Je ne suis pas sûre que je suis votre question. Dans vos constats de votre rapport de février 2025, oui. Je vous ai demandé si vous avez signalé ces constats auparavant, avant d'écrire votre rapport.
En fait, ça a été adressé au vice-président avant de le rapport en soi a été adressé à la vice-présidence À quel moment? qui gère la DGCC. Je comprends-tu votre question ou je la comprends Non, pas? je pense que vous ne comprenez OK. pas ma question. C'est-à-dire que Les constats. je pense que je vais vous Oui. aider là-dessus. Prenez l'angle que vous voulez, M. le commissaire. Il y a des trucs qui remontent depuis 2015. Vous faites Oui. des constats en Oui. tant que tel. Bien, Oui. c'est bien beau que vous faites un rapport, puis le rapport, ben, on va voir vos constats en février 2025. Oui. Mais ces constats-là, là, vous les avez faits avant, vous en avez fait là, au fil des mois que vous avez travaillé Oui. là, sur votre rapport. Oui. Est-ce que vous avez monté ces problématiques-là quelque part dans la hiérarchie? Tout ça? Ça ressemble à ça. OK. Bien, certains constats, oui. Lesquels et à qui? Je pense que ça va être ça les prochaines Exact. questions. Bien, là, on parle de moi, là, si j'ai Oui, fait vous, ça mais durant moi. je donne un exemple, puis je ne veux pas mettre des points dans la bouche. Vous dites à M. Pelletier, M. Pelletier, voici ça. Si vous avez arrêté M. Pelletier, vous avez fait votre Oui. travail. Là. Tu sais, on n'est pas dans le jugement. Oui, On veut juste savoir. Moi, là, mon mandat, là, c'est de savoir qui Oui. avait l'information. Oui, entre autres, il y avait également celui de Louise Savoie, qu'il y avait eu également la mention par rapport à sa clause limitative et son début d'emploi à LGS. Moi, j'ai monté ça à Daniel également. Et là, ben, il y a eu d'autres démarches qui ont été faites de la part de Daniel après. OK. Et ça, vous vous souvenez que de cet exemple-là? Il n'y en a pas d'autres? Ben, je vous ai mentionné également celui à l'éthique. Non, je comprends, mais ça, il n'était pas dans votre rapport. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est des constats de votre OK. rapport, Euh, dont certains sont critiques. Là. C'est parce que vous mentionnez dans votre rapport que ces constats-là sont critiques. Oui, Ça apparaît aussi dans le rapport exécutif que vous avez rédigé. oui. La question, c'est pourquoi on n'a pas signalé ces constats-là avant? Bien, écoutez, je pense que pourquoi on n'a pas... Je pense qu'il y a eu certains éléments dans ça, le rapport. Il y a certaines choses qui ont été montées de la part de M. Pelletier. Maintenant, à qui, lui, l'a monté, je ne peux pas l'ignorez. vous répondre par rapport à ça. Pour ce qui est, mettons, comme mon collègue Martin Lapierre vous a parlé par rapport à les appels d'offres qu'on considérait qui étaient ciblés. Ça avait déjà été monté également. Oui, mais ça, c'est pas votre constat. C'est pas dans vos constats. Ça, Oui. Ces constatations-là ont été faites avant vous. Là. Bien, c'est on le soulève pareil dans le cadre du mandat de gestion contractuelle. Je comprends, mais dans vos constats, il y a d'autres conclusions auxquelles vous en arrivez. Vous faites des constats que vous qualifiez vous-même dans votre rédaction de critiques. Et ce que je comprends, c'est que ce qui est fait, en tout cas ce qui semble avoir été fait, c'est de les signaler à M. Pelletier. Mais avez-vous transmis une note à M. Pelletier? Avez-vous transmis un compte-rendu préliminaire sur vos constats préliminaires, justement? Sur les constats préliminaires, non. En fait, il était entendu de rassembler, faire l'ensemble de la dévérification et après ça, on en amenait à en faire des constats. Donc, les constats officiels là, écrits, Oui. c'est en février 2015 que c'est sorti. En février 2015. 2025, pardon, que c'est sorti. Officiel, ben en fait, pas tant, parce que quand on envoie au fur et à mesure, on commence déjà dès juillet à indiquer ce vers quoi on s'en va et on nomme certains constats. On les nomme, mais en fait, les constats, peut-être pas sous la même formulation qu'ils vont finir par être, mais les grandes lignes sont les mêmes, là. Et on met les exemples également de ce sur quoi on fait référence. C'est ce qu'on transfère également à la vice-présidence, comme je vous disais, là. Et en janvier 2024, quand vous rencontrez M. Ducharme, est-ce qu'il y a quelques constats qui sont émis à M. Non. Ducharme à cette réunion-là? Non. Non. Okay. Et vous lui dites que vous faites un mandat sur la gestion contractuelle à ce Oui. moment-là? Et je lui dis que c'est pas beau. OK. Puis donc, est-ce que vous lui parlez qu'un rapport s'en vient? En fait, oui, parce que j'espère toujours le terminer, ce rapport-là. Mais c'est ça, c'est pourquoi qu'on a travaillé. J'ai travaillé en collaboration avec... Pendant un an. Oui. OK. Oui.
En fait, j'ai travaillé avec Martin de juin environ, peut-être mai même, mai-juin, aller jusqu'à l'automne. Et après ça, la nouvelle équipe de M. Sauvageau est arrivée dans notre département. Et j'ai trouvé pertinent de dire à mon chef de service que ça serait bon que là, il fallait élaborer de façon plus concise les constats et les recommandations et qu'on a fait un exercice, l'exercice approprié là, dans le cadre du mandat, là, pour déterminer les constats et les recommandations. Donc ça, je l'ai fait en équipe avec la nouvelle équipe qui arrivait et une portion de l'équipe qui était déjà là au moment de la En mai. C'est-à-dire pas loin de 5 mois après la rencontre. Ça, c'est arrivé à l'automne. Oui, à l'automne qu'on a vraiment en septembre, que l'équipe de M. Sauvageau arrive. Donc, vous rencontrez M. Ducharme en janvier 2024. Oui. Et ce n'est qu'à l'automne 2024 que vous vous réunissez en équipe pour tenter de mettre sur papier ça. En fait, à partir de mai, moi et Martin, on a réuni tout ce que j'avais, tout ce que je relevais. Pour ramasser vos idées. Oui, on a fait un document où est-ce que là, on ramasse les éléments qui ramènent à ce point-là. Et là, c'est là qu'on fait un peu une sélection, si vous voulez, là, de ceux qu'on veut vraiment amener à plus haut. Et là, un coup que ça c'est fait, l'équipe de M. Sauvageau arrive et là, on fait l'exercice de constat et recommandation. Et donc, dans votre rencontre avec M. Ducharme, je comprends que vous lui mentionniez que vous travailliez sur un mandat d'audit en gestion contractuelle et que c'était pas beau. Oui. En fait, j'avais presque terminé au moment où on a rencontré M. Ducharme, mais c'est suite à la rencontre avec M. Ducharme que j'ai trouvé pertinent, vu le commentaire qu'il avait fait lors de la rencontre, j'ai trouvé pertinent d'amener des exemples qui étaient encore plus contemporains que ce que j'avais, là, parce que sa question était de savoir si depuis son arrivée en poste, il y en avait. Fait que là, si je voulais qu'il soit intéressé par ce que j'avais à dire, je trouvais pertinent d'y fournir des exemples qui démontraient cette problématique-là. Votre rapport va arriver en février 2025. Oui. Et est-ce que vous aviez des attentes face à M. Ducharme lors de cette rencontre-là et dans les mois qui ont suivi, mais vous-même, là, vous aviez un rapport à livrer là, pour répondre à ces interrogations? Si j'avais des attentes envers M. Ducharme. Vous avez mentionné tout à l'heure que vous aviez des attentes envers lui. En fait, c'était plus au niveau de lui exprimer quel genre de directeur on souhaitait, quel genre de personne avec qui on était pour être à l'aise de travailler, puis tout ça. Qu'est-ce qu'on s'attendait, en fait, au niveau du prochain gestionnaire, à quoi qu'on aspirait d'avoir comme gestionnaire. Disons que la barre était très haute après le départ de monsieur Pelletier, qu'on espérait avoir quelqu'un de la même envergure que M. Pelletier. Vous avez indiqué, Mme Brière, que vous avez appris que votre rapport n'était pas déposé au CAPRA. Oui. Et vous avez indiqué également, par ailleurs, dans votre témoignage, que vous souhaitiez ajouter des informations à votre rapport, mais oui, que on vous avait dit, c'est assez. Oui. À quel moment ça s'arrête, votre mandat? Bien, mon mandat, puisque mon rapport était couvrait jusqu'à la période du 31 décembre 2024, et ces contrats-là étaient signés, conclus avant cette période de fin. C'est pour ça que j'aurais trouvé pertinent de les inclure. Mais je ne voulais pas y en ajouter une grande analyse, mais de dire que j'observais la nature de ces contrats-là
qui était l'exemple de ce que je soulevais dans mon rapport. Parce que c'est sûr que lorsque vous émettez un rapport à l'égard de contrats, notamment de 2015, même qui sont échelonnés dans le temps jusqu'en 2018-2019, Ah, et vous qu'il pouvez n'y a pas dire 2020, 2020. 2022, 2023. Et si vous ne sortez pas votre rapport, vous comprenez que vos constats ne peuvent pas être véhiculés aux autorités. Là. Mais mon rapport a été sorti. Votre Mon rapport rapport était sorti avait été remis en février 2025. Oui. Mais entre le moment où vous arrivez à la société, qu'on vous confie ce mandat d'audit, c'est 2020. Oui. S'écoule 5 ans jusqu'au dépôt de votre rapport. Je comprends que vous devez arriver il y a une période dans ça où est-ce que j'ai quitté pour une opération chirurgicale. Donc, j'ai quitté pendant 8 mois, 9 mois. Ouais. Fait que je comprends. Il faut le retrancher, cette période-là que je suis Oui, absente. je reconnais ça, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas mon propos, là, mais la direction, votre direction. Bien, écoutez... Le dossier n'a pas été transféré dans cette période-là, c'est ce que je comprends. Non. Donc, là, vous vous retrouvez pour les instances, là, puis le commissaire doit aussi évaluer là, ses recommandations par rapport aux instances de gouvernance et à la structure de gouvernance et au fonctionnement de la gouvernance. Trouvez-vous ça normal qu'un mandat d'audit en 2008, avec une perspective de dépôt de rapport au premier trimestre 2019, sorte un rapport en 2025? Il faut comprendre qu'on aurait pu techniquement scinder les portions d'examen du processus de gestion contractuelle en plusieurs phases. Tu sais, là, on aurait pu dire, OK, on va analyser, faire un rapport sur la définition des besoins, un autre sur le suivi des contrats, un autre sur On aurait pu scinder tout ça. On a préféré pas le faire parce qu'on voulait avoir une vision complète du processus du début à la fin. Et ça nous permettait de regarder en arrière et de voir entre le début, qu'est-ce qu'on avait soumis, qu'est-ce qu'on voulait, et à la fin, comment on l'avait rendu, cet appel d'offres-là. Comment ça avait été quoi le portrait réel de cet appel d'offres-là, comment on l'a consommé, comment on l'a traité, comment on l'a annoncé également avec le SAO par rapport à sa publication. Donc, ça a été, on voulait voir vraiment dans son entier le processus. Donc, mais ça, écoutez, c'est long à faire. Là, tu sais, c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. Analyser toute la documentation, analyser tous les éléments qui vont être dans un appel d'offres. Dans la mission d'audit qu'on peut reprendre, Mme la greffière adjointe, 43P 272. Je vous demande de prendre le bas de la page 1. Je comprends que vous nous avez indiqué, Mme Brière, ne pas être un CPA auditeur. Non. Cependant, votre mission à ce moment-là, la mission d'audit que vous complétez. Donc, la pièce, c'est 43P-272. Alors, on voit au bas de la page 1. On l'a perdu. On y était. Alors, au bas de la page 1, on peut lire à la dernière phrase, « Les travaux d'audit seront menés conformément aux normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne élaborée par l'Institut des auditeurs internes. » Si on va justement à ces normes audit, je comprends de votre témoignage tout à l'heure que vous
vous n'aviez pas d'informations particulières sur les normes de la pratique de l'audit interne là, ou de formation. J'ai dit, de ce que je me rappelle, que je n'avais pas eu de formation, mais que je serais capable de lire. Oui, évidemment. Je reconnais là, que vous êtes capable de lire. Votre rapport, d'ailleurs, en témoigne. Donc, les normes internationales auxquelles on réfère ici, là, je comprends que vous n'en avez jamais pris connaissance, mais on va les Je prendre. n'ai pas dit que j'en avais jamais pris connaissance. Ah, ben là, vous corrigez. Allez-y. Non, j'ai... Moi, j'en ai- j'ai. Métaprice, très honnêtement, j'ai un problème avec cette ligne de questions-là. Je vous explique pourquoi. Peut-être que vous allez me dire le contraire. Là. Vous avez une employée, vous êtes syndiqué, vous? Oui. Vous avez un employé syndiqué, qu'on lui confie un travail. On lui confie un travail. Elle a elle a un chef de service, elle a eu deux, ce que je comprends, directeurs, et ces gens-là lui ont confié un mandat qu'elle a continué jusqu'en 2025, mais M. Pelletier est parti. J'ai de la misère à remettre en cause ses habilités alors que les gestionnaires de la SAC lui confient ce mandat-là. Si c'est j'ai vraiment un problème parce que, en termes d'imputabilité, en tout cas, moi, d'où je viens, là, l'imputabilité n'est pas sur les employés syndiqués, sur les gestionnaires. Si les gestionnaires se sont trompés ou lui ont fait suffisamment confiance, ben ça demeure leur problème, ça. Ce n'est pas le problème de madame ici. Là. Tout respectueusement soumis. Tout à fait. Mon point n'est pas, évidemment, de remettre en cause là, la compétence de madame, mais j'ai besoin de savoir si ces normes-là ont été portées à sa connaissance, particulièrement sous l'angle des dispositions des normes que je vais aborder dans les prochaines minutes. Tout à fait. Deuxième des choses, par contre, et là, d'autres arguments, ce que j'ai vu des rapports, c'est que ces rapports-là sont préparés et sont approuvés. Absolument. Et j'ose espérer qu'ils sont approuvés par minimalement le CPA. Puis je pense que c'est le cas. Oui. Oui, puis ils sont Pas approuvés. pire que quand nos techniciens juridiques nous font quelque chose, puis après ça, comme professionnels, on l'approuve. Là. Ah oui, absolument. Mais je peux poser la question de Tu peux y savoir aller, si mais vous la savez que technicienne moi, juridique est informée de certaines règles de droit, monsieur. ben, poser les questions si elle connaissait minimalement certaines règles, mais j'ose croire que ces gestionnaires qui passent, eux autres, je peux présumer qu'ils les connaissent, les règles d'audit. Je peux le présumer. On peut présumer J'espère. que M. Pelletier... J'espère, parce que la SAC a un plus gros problème, c'est ça. Oui, oui, on peut penser que M. Pelletier les connaissait. J'espère. Parfait. Posez vos questions. Alors, merci, M. le commissaire. Ça va me permettre de préciser mes questions davantage. Alors, Mme Brière, encore une fois, là, c'est pas mon objectif ici, là, c'est pas de remettre en cause votre compétence, mais de savoir quelles sont les informations qui vous ont été communiquées par vos gestionnaires à l'époque où vous débutez ce mandat d'audit. Et je veux porter à votre connaissance les règles d'audit interne de 2017 qu'on va coter, Monsieur le commissaire. Là, je pense j'avais pris une cote par anticipation, mais je pense qu'on est ailleurs. Là. Oui, donc 44P301. Parfait. Le souhait de Maître Tremblay est exaucé. On a franchi le cap des 300 pièces, monsieur. Donc, pouvez-vous répéter? Oui, alors la norme d'audit interne 2017, 44P301. Madame la greffière adjointe, je vous demanderai de prendre... Est-ce que c'est un document que vous avez déjà vu, Madame Oui. Brière? Je vous demanderai de prendre la norme 2420 à la page 28. Si on descend un petit peu la page qui porte sur... juste un petit instant. Pouvez-vous la rapetisser? Ça nous permettrait de voir l'ensemble.
Très bien, merci. Alors, on indique à la norme 2420, qualité de la communication. La communication doit être exacte, objective, claire, concise, constructive, complète et émise en temps utile. On reprend également ce concept de temps utile en bas tout à fait de l'interprétation, soit une communication émise en temps utile est opportune et à propos. Elle permet au management de décider des actions correctives appropriées en fonction du caractère significatif de la problématique. Est-ce que cette norme, Mme Brière, est-ce que cette norme a été portée à votre connaissance au début de vos travaux? À mon arrivée, j'ai lu les normes. Vous avez lu les normes, tout simplement. Est-ce qu'on pourrait en dire de même de la norme d'audit interne 2024? Là? Je peux faire l'exercice si vous le souhaitez. Ce sera la pièce 44P302 à la page 121. Je peux peut-être prendre la première page pour commencer. Là. Est-ce que c'est un document que vous reconnaissez? En fait, cette norme-là, je n'ai jamais vu le document sous cette forme-là. Mais on a fait un exercice à l'interne avec M. Sauvageau de remettre toutes faire le comparatif avec ce qui était anciennement et maintenant pour ajuster, pour répondre aux nouvelles normes. Donc, oui, je vous dirais qu'on a pris connaissance. Dans vos travaux, avant l'émission de votre rapport, est-ce que vous consultez des personnes à l'interne? Je pourrais vous citer quelques noms là, pour voir si vous les avez déjà rencontrés dans le cadre de votre mission d'audit. Avez-vous l'occasion de rencontrer Mme Vicky Maranda? Mme Maranda elle-même, non. Il y a une fois où est-ce que elle a, suite à ma note que j'avais faite par rapport au dossier de Mme Savoie, elle a demandé à rencontrer Daniel, Mme Maranda et Mme Lépiné. Et elles ont discuté avec Daniel par rapport à ce sujet-là. Oui. M. Pelletier. Moi, oui, Daniel Pelletier. Et moi, je n'ai pas été invitée à cette rencontre-là. Avez-vous rencontré déjà M. Rodrigue Côté? Je l'ai déjà rencontré parce qu'il est déjà venu se présenter, mais pas dans le cadre de votre mission. Dans le cadre de mon outil. Mme Sylvie Chabot, l'avez-vous croisée? Non, je pense qu'elle était plus là déjà quand partie. moi je suis arrivée ici. Mme Nathalie Tremblay? J'ai jamais eu la chance de la rencontrer parce que quand je suis arrivée, on est tout de suite tombé en pandémie après ça. Parce que normalement, il y a une rencontre où elle vient se présenter, elle vient dans nos bureaux, tout ça. Puis avec la pandémie, on n'a pas pu. Donc non, j'ai jamais réussi. Je ne l'ai jamais rencontré. M. Denis Marcellet? Oui, M. Marcellet, on l'avait rencontré. On avait une rencontre avec lui. Une rencontre Teams? Non. Non? Oui, une rencontre Teams, oui. Parce qu'on est en pandémie. Je comprends selon votre compréhension, là, Mme Brière, là, les prochaines étapes à l'égard de votre rapport, une fois le sommaire exécutif approuvé, et je comprends que M. Sauvageau a fait sien la très large majorité, là, toutes vos recommandations et tous vos constats dans une formule peut-être dans certains cas différente, là, mais il a fait sien l'ensemble de vos constats. C'est exact, ça? Et je comprends que par déduction, vous indiquiez qu'il aurait été produit au PDG. Ben oui, parce qu'il l'avait. Il était ouvert. C'est lui qui le. Oui. C'est lui qui l'avait ouvert. Et il était en rencontre. Oui. Et vous n'en avez pas la connaissance directe de ça? C'est-à-dire, vous n'avez pas de preuves? Je n'étais pas présente à cette rencontre-là.
Et vous n'avez pas de preuve que M. Sauvageau a transmis le rapport au PDG? Transmis? Non, ça, je peux pas vous assurer ça. J'aimerais revenir sur le rapport de février 2025 versus le rapport le rapport exécutif de mai 2025. Vous avez fait état là, brièvement, très brièvement, là, des différents écarts. Je veux reprendre certains constats parce que je trouve que l'exercice est important et probant. On peut prendre le constat numéro 1 du rapport de février 2025 à la page 19, qui est la pièce 44P 284. Et j'aimerais le comparer au rapport exécutif de mai 2025, qui est la pièce 44P 295 et plus particulièrement à la page 7 de ce dernier document. Donc, P284, page 19 et P295, page 7. Monsieur le commissaire, j'ai convenu avec Mme la greffière adjointe là, que tout serait présenté en parallèle à l'écran. Parfait. Ici. Donc, si on compare, là, Mme Brière, votre constat numéro 1, qui est à gauche, là, si je comprends bien l'écran, là, on voit que c'est le rapport d'audit de février, n'est-ce pas? Oui. Et à droite, c'est le rapport d'audit sommaire exécutif là, du mois de mai 2025. Oui, j'imagine. Vous imaginez? Voulez-vous prendre le temps d'y prendre la version écrite? Je peux valider avec ce que j'ai. Je vais plus vous dire. Oui. C'est bon. À l'écran, c'est plus facile pour vous. Moi, j'ai pas de problème. Est-ce que la version exécutive a été modifiée à quelques reprises? C'est celui de quelle date, ça? C'est celle qui était produite par Maître Tremblay tout à l'heure. C'est les versions que j'utilise. C'est pas de nouvelles versions. OK. Juste pour vous rassurer, là, je ne sais pas de vous piéger. OK. Allez-y, je vous écoute. Donc, êtes-vous d'accord avec moi, Mme Brière, que le constat numéro 1 apparaissant dans votre rapport de février est repris sans exception là, oui. Au constat numéro 1 qui va être approuvé par M. Sauvageau? Oui. J'ai raison de dire que si on fait l'exercice pour l'ensemble des constats, à part des changements de numérotation, des regroupements, des formulations peut-être légèrement différentes, on va arriver à la même conclusion? En fait, il y a un constat qui a été retiré, comme j'en ai parlé. Le constat 5 a été retiré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le joindre au constat 3, à la suite du constat 3. 3D, on peut aller le voir. Constat 3, constat 5. Qui est à la page, sauf erreur, le 53. Et constat 3D, qui est à la page... Dans le document. Par rapport au constat en soi, non, effectivement, il n'y a pas de changement. Par contre, où est-ce qu'il y a une distinction, c'est au niveau de la recommandation qui va être changée, pas pour le 5, mais qui va être changée pour
le constat 3, celui qui devient le 3, donc anciennement le 4. Là, on va venir ajouter une portion pour les avenants. Donc, juste pour qu'on puisse vous suivre, là, et bien vous suivre, là, vous me parlez de la recommandation numéro 7 ou du constat numéro 5 de votre rapport de février. Donc, le constat numéro 5, là, on parle du recours aux avenants ne respecte pas toujours le cadre normatif en gestion contractuelle. Oui. Donc, ce constat-là n'est plus là. On le retire. Et il est au constat 3D, sauf erreur. Il est au constat 3D et on va ajouter à la recommandation une portion qui mentionne Constat les 3D avenants. qui est à la page 10. On peut le prendre là, à la page 10 S'il vous plaît, oui. Du mois de mai. Document de droite. Là. Donc, on va retirer la recommandation 7, du constat qui était à l'origine 5, et on va, et du constat 5, qui s'ajoute au 3, puis on va modifier la recommandation 6, qui était le constat 4, qui devient le 3. Ça devient confondant. Je sais que c'est... Êtes-vous capable, oui, je pourrais regarder ça à tête reposée, là, mais êtes-vous juste capable de me dire en simples mots, OK? Ouais. Ce qui a été retiré, la nouvelle appellation, là, ce que je comprends de 3D, et l'ajout à la recommandation. Dites-moi ça dans vos mots, là. Vous, là, moi, le comprendre. OK? En fait, donc, on a retiré le 5, on a retiré le constat 5, et en changeant l'ordre des constats, la portion qui était comprise dans le 5, elle est intégrée au nouveau constat 3. Oui. Ce nouveau constat 3, à l'origine, était le 4, et on est venu mettre une phrase qui terminait comme quoi que l'ajout, c'était notamment avec les avenants. Donc, c'est ce qui est modifié au niveau des constats et des recommandations. Mais ce que je comprends, c'est que ça ne change pas l'essence de vos recommandations. Non, comme je vous ai dit, là, le constat 5 en entier, là, on l'a repris, c'est ça que j'avais C'est mentionné, ça. on l'a repris et on l'a joint au constat 3 parce que M. Sauvageau, entre autres, il disait comme quoi que la recommandation qui était affiliée au constat 5 était ressemblante à celui qui était initialement, celui qui va devenir le constat 3. Là. Donc, il voulait joindre les deux. Puis en faisant ça, on retire le constat 7 et on ajoute à la recommandation 6 l'ajout de l'avenant. Donc, moi, je peux tirer une conclusion que M. Sauvageau n'a rien supprimé de... Pour les constats, Non. recommandations, Parfait. non. Et Non. Non. Et je comprends de votre témoignage également que vous étiez confortable avec les modifications apportées et suggérées par M. Sauvageau? Certains changements au niveau des mots, en d'autres circonstances, j'aurais peut-être négocié un peu plus. Là. J'aurais peut-être mis un peu plus mon haut-là, on va dire ça comme ça. Considérant que je savais que la commission en avait une copie de celui de février et qu'il était pour sortir en entier, sincèrement, j'y avais plus d'objection. J'avais plus de crainte ou quoi que ce soit. Et M. Sauvageau allait signer le rapport d'audit. C'était important que lui soit confortable avec les mots Il n'a pas été utilisés. signé. Il va être le signataire à titre de CA. Il n'est toujours pas signé. Il n'est toujours pas signé, mais il va le signer.
Il va le signer, Mme Greer? S'il sort un jour. Écoutez, il me disait qu'il était pour le produire en mai, puis après ça en juin, puis là en septembre. Donc, je, Non, mais les je- échanges... je suppose Ouais, qu'il va le les signer. échanges que vous avez, les échanges que vous avez avec lui, monsieur Sauvageau, les échanges que vous avez avec monsieur Oui. Sauvageau, c'est dans une perspective qu'il le signe, Oui. qu'il soit en accord avec les constats et dans la façon de les formuler? C'est juste que j'avais au départ, là, je n'ai pas compris l'exercice que M. Sauvageau a fait, dans le sens que, pour moi, les correctifs qu'il a apportés à la version exécutive auraient dû initialement, selon moi, là, auraient dû initialement être effectués au départ au La version de février. rapport au long. Cette démarche-là, pour moi, j'accroche. Là. Je comprends pas Moi où il aussi, va en venir. honnêtement, j'accroche moi aussi. Sommaire exécutif, là, qui est une traduction, là, devrait être, tu prends ton rapport, est un sommaire exécutif. C'est Là, ça. on a mis à charrue avant un bœuf. Là. Je n'ai pas compris la démarche de M. Sauvageau. J'ai tenté de la comprendre. Maintenant, la suite des choses va m'éclairer un peu plus, disons. Mais au départ, quand j'ai fait le rapport exécutif, je ne m'attendais pas à cette tournure de choses-là. Je ne m'attendais pas à ça. Mais Mme Brière, vous n'êtes pas CPA, fait que forcément, c'est un CPA qui va signer au nom de la DVIEP le rapport d'audit. Bien, je comprends, mais si au départ, au mois de février, il était CPA aussi, là. Au mois de février, dans la version qu'on transmet, s'il n'était pas à l'aise avec ce qui était écrit, je soumets juste que je ne comprends pas pourquoi que ça n'a pas été fait à ce moment-là. Je vous demanderai 5 minutes, Monsieur le commissaire. Pas de temps qu'il faut. Là. Ouais. Veuillez vous lever, courte pause.